Donc bonjour à tous. Donc c'est la première fois qu'on fait une opération porte ouverte à distance comme ça. C'est pas extrêmement convivial, mais bon, on fait avec, hein. Donc nous allons présenter les quelques membres de l'équipe pédagogique qui se trouvent parmi nous. Donc je vais commencer par moi-même puisque j'ai la parole. Donc moi je suis Philippe Moati. Je suis à la fois le responsable de l'ensemble de la mention MESSI, donc métier des études du conseil et de l'intervention, et le responsable d'un des trois parcours qui s'appelle consultant et chargé d'études socio-économiques, 16. J'ai à ma gauche, c'est peut-être pas la même chose pour tout le monde, Sandrine Berroir. Donc, Sandrine Berroir, donc, je suis maître de conférence en géographie et aménagement et je m'occupe du M2, alternance, aménagement et développement local, et aussi du M1 avec Mathieu Gima. Donc Mathieu qui est en dessous pour moi. Aménagement et développement local. Voilà, Mathieu Gima. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Mathieu Gima, je suis maître de conférence à l'Université de Paris en aménagement et en urbanisme. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et je suis co-responsable avec Sandrine du M1 MESSI parcours ADF. Très bien. Ensuite, à ma droite, c'est rare, Christophe Darmanja. Eh ben, moi donc, maître de conf en économie et je m'occupe du parcours PISA, que ce soit en M1 ou et plus encore en N2. Et enfin, à sa droite, Nicole Azoulay. Bonjour, je suis maître de conférence en économie et je m'occupe de la coordination pour le M1 des parcours 16 et PISA. Voilà, c'est difficile de faire un sondage pour savoir qui vous êtes, mais peut-être que pendant que je fais un partage d'écran, ce qui prend toujours un peu de temps et nécessite un peu de concentration, je peux demander par exemple à Nicolas Azoulay de faire un petit sondage, trouver une méthode pour arriver à identifier qui vous êtes. Merci Nicole. Il est formidable, vous savez, Philippe Moati est quelqu'un de formidable. Comment faire un sondage? Il y a la fonctionnalité sur Zoom, hein, ceci dit. Peut-être que par le chat, on peut avoir… Par le chat, hein? Oui, par le chat. Bah oui, je crois, parce que je ne vois pas tellement d'autres fonctions maintenant. Hein? Donc, je vous envoie un message par le chat pour que chacun puisse dire en 2 mots d'où il vient et quel type de parcours, et bon, s'il a déjà une idée hein, d'un parcours qui l'intéresse plus particulièrement. Voilà, pour l'instant, je rame. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran au passage? Ouais. Oui. C'est parfait. Très bien. On va vous laisser 2 secondes pour répondre à la question qui vous a été posée. Donc, idéalement, donc, la formation d'où vous venez et le parcours que vous souhaitez faire, si vous avez déjà une idée du parcours. Hein, parce que de toute façon, on est là pour vous les présenter un peu dans le détail. Bien, pour l'instant, je vais peut-être commencer la… Oui, vas-y, je fais ça parallèlement. Voilà. Donc, voilà comment ça va se passer. Je vais faire une présentation très brève de la mention dans sa globalité, qui est, comme vous l'avez compris, se compose de 3 parcours. Donc, je vais assez vite épuiser les généralités et quand j'aurai terminé, à moins que vous ayez des questions à cette échelle-là, on va basculer sur une approche par parcours. Donc, pour éviter qu'on soit trop long et de vous infliger la présentation de 2 parcours alors que vous savez très bien que c'est le 3e qui vous intéresse, nous avons pensé judicieux de faire plutôt des groupes parallèles, un groupe par parcours. Comme ça, on finira plus tôt et vous irez directement au but par rapport à ce qui vous intéresse. Évidemment, l'inconvénient de la formule, c'est que si vous hésitez entre 2 parcours, il va falloir vous diviser, ça ne va pas être très facile. Mais bon, chaque formule a ses inconvénients. L'inconvénient de la formule, c'est que ne maîtrisant pas parfaitement la fonctionnalité groupe qu'offre Zoom, la moins mauvaise des formules qu'on va vous proposer, c'est d'afficher dans le chat les liens qui correspondent aux 3 parcours. Donc, vous cliquerez sur vous copierez celui qui vous intéresse et pour le coller dans votre navigateur, pour pouvoir ensuite accéder à une 2e réunion qui sera celle du groupe du parcours que vous avez choisi.
Si je ne suis pas clair, n'hésitez pas à le dire dans le chat ou même à prendre la parole. Hein. Vous n'êtes pas très, très nombreux. Si vous êtes un peu discipliné, ça ira. Je confie à Nicole le soin de surveiller le chat parce que je n'arrive pas à faire deux choses en même temps. Oui, je le fais. Vas-y. Top. Voilà, donc je répéterai tout ça à la fin de mon intervention pour pas que de perte en ligne et que vous nous retrouviez bien dans chacun des parcours. Alors, je vais donc être très bref et vous expliquer un peu ce qui a présidé à la création de ce master MESSI, métier des études du conseil et de l'intervention. Ce sont des métiers d'aide à la décision. Vous allez voir qu'avec nos 3 parcours, on brasse très très large. C'est très, très diversifié, mais ce qui nous réunit, c'est qu'on forme des gens qui ont un bon bagage en sciences sociales, auquel on va rajouter un bagage technique dans le champ qui est celui qu'ils auront choisi, pour en faire des professionnels de la réflexion, pour accompagner des gens qui, eux, doivent être dans l'action et prendre des décisions. Voilà, en gros. Ça peut paraître abstrait, vous allez voir que finalement, ça devient extrêmement concret. Et je dirais, pour en rester à ce niveau de généralité, que l'intérêt majeur de ces métiers-là, c'est de puiser directement dans la formation qu'on a reçue en sciences sociales. Il n'y a pas tant que ça de métiers qui s'appuient directement sur ce qu'on a appris durant son cursus. Souvent, le cursus, c'est une manière de devenir, une manière d'apprendre à penser, à traiter des problèmes, à s'adapter. Mais finalement, pour beaucoup de gens, ce qu'on va faire plus tard dans la vie professionnelle n'a pas grand rapport avec ce qu'on a appris durant ses études supérieures. Ce n'est pas le cas ici. Là, vraiment, la formation de base que vous avez reçue, elle va vraiment vous servir parce que c'est ça qu'on va attendre de vous une fois qu'on ira rajouter la couche de technique. On appréciera au passage le joli chat de Christophe Darmanja. Il est magnifique. Voilà. Et puis, il est très gentil. Voilà. Deuxième intérêt de ce type de métier, c'est que on fait le lien donc entre ce monde de la réflexion et l'action. Donc c'est souvent des métiers où on a la satisfaction de voir qu'on contribue à des prises de décision, donc à faire changer les choses, et pour autant on a pris un peu de recul. Donc c'est intéressant d'avoir, je dis souvent, je prends ça comme image, on a la tête dans les nuages, mais on a les mains et les pieds dans la glaise, quoi. Voilà. Et il n'y a pas beaucoup de métiers qui permettent cette articulation entre ces deux types de beauté, quoi. Alors, au-delà de ces généralités, ensuite, on peut travailler dans des domaines extrêmement différents qui valorisent des formations initiales et des champs d'études qui sont eux-mêmes très diversifiés. Il n'y a pas de hiérarchie dans ce que je fais ici, je dis ça pour mes amis géographes. Voilà, ça peut travailler dans le domaine du marketing, de la stratégie d'entreprise, des problématiques d'organisation des entreprises ou des administrations, peu importe. On peut travailler dans le champ des ressources humaines, il y en a beaucoup d'ailleurs qui travaillent dans le champ des ressources humaines, dans le champ des systèmes d'information, là c'est plus spécifique au parcours PISE. On peut travailler dans le champ de l'aménagement, du développement local. Vous voyez que c'est extrêmement ouvert entre le marketing d'un côté et le développement local de l'autre. On est sur des univers, à la fois sur le plan des disciplines de base et des champs d'application qui sont extrêmement différents. Et ces champs, on va les appliquer auprès d'une variété d'acteurs qui seront autant d'employeurs, eux-mêmes extrêmement diversifiés. Donc, on a des bureaux d'études, quel que soit le champ dans lequel on travaille, marketing, aménagement des territoires, etc., mais qui font des études, qui produisent des rapports, des diagnostics sur des questions plus ou moins spécialisées, des cabinets de conseil, mais là aussi des cabinets de conseil dans des champs complètement différents. Ça peut être du conseil en ressources humaines, du conseil en stratégie, du conseil en système d'information. On peut travailler dans des instituts d'opinion, d'études et d'opinion. C'est en général la partie la plus connue de ce secteur d'activité, puisque c'est des grands instituts comme la Sofres ou Ipsos ou IFOP ou BVA régulièrement abreuvent les médias de sondages, notamment au moment des campagnes électorales. Hein. Donc ça, c'est la partie la plus visible de l'iceberg, mais sachez que derrière ça, il y a beaucoup plus que ça, mais c'est plus caché. Tout ça, ce sont donc des prestataires, ce sont des gens qui vont faire des études ou des missions de conseil pour le compte de clients. Mais de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les annonceurs, c'est-à-dire les gens qui vont utiliser les études et qui vont commander des missions de conseil. Et donc, c'est un autre champ d'employeurs. On peut avoir, notamment dans les grandes organisations, grandes entreprises, grandes collectivités locales, etc., on peut avoir des services études, des services RH, des services systèmes d'information qui vont recruter des personnels qui vont faire ce travail qu'on peut faire à l'extérieur dans des institutions spécialisées, mais qui le feront en interne, et qui souvent d'ailleurs feront l'interface entre des besoins exprimés
par l'organisation, et des prestataires extérieurs, parce qu'il faut pouvoir traduire, si vous voulez, hein, des problématiques internes avec des méthodologies qu'on ne maîtrise pas forcément en interne, mais qu'on ira chercher auprès de prestataires spécialisés. Donc, on peut aussi travailler, alors là, c'est plus un découpage en termes de catégories d'organisation, donc des grandes entreprises, des collectivités locales à toutes les échelles, la commune, les intercommunalités, ça c'est plutôt pour ADL. Pour 16, on a des personnes qui travaillent dans les régions en particulier, qui ont les compétences économiques, comme vous le savez sans doute. Les chambres consulaires, ce sont les chambres de commerce et d'industrie principalement, mais aussi les chambres de métiers, les chambres d'agriculture. J'aurais pu rajouter dans ma liste les organisations professionnelles, hein, les fédérations professionnelles, les organisations syndicales, patronales ou de salariés. Vous voyez, le panorama est extrêmement large. Alors quand on croise thématique et type d'employeur, vous voyez que ça vous fait une matrice très, très fournie. Voilà, tout ça pour insister sur la diversité à laquelle mène le master Messi, dans laquelle vous pouvez vous engager par étapes. Hein. Vous n'êtes pas obligé au démarrage de savoir exactement ce que vous voulez faire. Vous allez voir que l'architecture du master est conçue de telle manière que vous allez rentrer là-dedans en entonnoir en quelque sorte. Et votre spécialisation, vous pouvez l'affiner au fil des mois et des années, et même, j'ai même envie de dire, vous pouvez même l'affiner après avoir été diplômé. Donc voilà pour le préambule. Et donc vous aurez compris qu'on va, pour atteindre cette diversité, on va jouer sur les deux leviers que sont la formation théorique. On va continuer à vous former pour vous équiper intellectuellement de ce qu'il faut pour être quelqu'un qui sait poser les problèmes, avec une formation résolument pluridisciplinaire, parce que les problèmes qu'on a à traiter pour aider à prendre des décisions, ils ne connaissent pas les frontières des disciplines. Donc, pour traiter ces problèmes-là, il faut être capable d'aller prendre dans la boîte à outils l'outil qui convient, et la boîte à outils, elle empruntera des outils aux différentes disciplines des sciences sociales. Donc, on est vraiment dans cette logique-là de contribuer à vous aider à être des gens qui savent penser en vous équipant intellectuellement. Et bien évidemment, pour faire de vous des professionnels, on va rajouter une couche de technique, là, propre aux différents champs professionnels. Et ça se fera plutôt d'ailleurs en M2. Ça commence en M1 et ça se poursuit en M2. Après ces généralités, je vous présente brièvement l'architecture de ce master. Je crois que vous avez à peu près compris comment ça fonctionne. C'est une structure dite tubulaire, c'est-à-dire que dès la première année, on a une décomposition en 3 parcours. Donc, le deuxième temps de cette réunion consistera à vous présenter en détail ces parcours. Donc, je les énonce. ADL, aménagement et développement local. En général, les titres sont suffisamment explicites pour que je sois obligé de détailler ce que ça signifie. 16, consultant et chargé d'études socio-économiques. Et PIS, projet informatique et stratégie d'entreprise. Pour ce qui est de PIS et de 16, vous pouvez, au sein de ces 2 parcours, choisir une option, mais je laisserai à ce moment-là le soin à la deuxième partie de la réunion de détailler les options. On ne va pas rentrer à ce niveau de détail ici. Donc, vous avez visiblement donc un découpage par parcours, mais qui ne doit pas vous tromper. Vous voyez quand même, on a essayé, enfin c'est notre ami Christophe qui a essayé de matérialiser ce que je vais vous dire. En réalité, beaucoup d'enseignements de M1 sont mutualisés entre les 3 parcours. Ce qui veut dire qu'en réalité, souvent, les étudiants des 3 parcours sont mélangés, précisément parce qu'on a cette optique de pluridisciplinarité. Et donc, par exemple, des économistes qui seraient dans le parcours 16 suivent des enseignements à tonalité géographique qui viennent du parcours ADL, et vice-versa, bien évidemment. Donc, on est ici sur un tronc commun, ce qui n'empêche pas que chaque parcours a malgré tout ces matières qui lui sont propres pour préparer la spécialisation de nos étudiants. Donc, un M1 qui débouche naturellement, enfin si on a validé l'année bien entendu, sur un M2. Donc, l'idéal, c'est évidemment de suivre cette trajectoire M1 plus M2, puisque les enseignements ont été conçus pour se dérouler sur 2 ans, mais vous voyez qu'on peut aussi rentrer directement en M2 à partir d'un autre M1 obtenu dans une autre formation, ou ce qui arrive souvent après avoir déjà obtenu un M2, surtout par les temps qui courent, on se rend compte que le M2 qu'on a terminé ne mène pas nécessairement à l'emploi ou pas au type d'emploi finalement auquel on aimerait pouvoir postuler, et donc on décide de rajouter une deuxième année de M2 résolument professionnalisante
Voilà, donc on peut rentrer entre le M1 et le M2 directement en M2, à condition évidemment de réussir les épreuves de sélection dont on parlera pour chacun des parcours. On a essayé de matérialiser aussi le fait que, dans une certaine mesure, le choix que vous faites initialement, si vous rentrez en M1, de rentrer par ADL, 16 ou PISA n'est pas nécessairement un choix irréversible. Vous pouvez, en cours de route, en découvrant finalement une réalité qu'on soupçonne mal en général au moment où on décide de rentrer, vous pouvez décider de changer. Par exemple, vous avez opté initialement pour PISA et vous découvrez une passion pour les aspects liés à l'aménagement et au développement des territoires, sous réserve d'un accord de la commission pédagogique, ce n'est pas totalement automatique, hein, vous avez cette possibilité de basculer en M2 dans le parcours ADL. J'ai pris ce cas de figure, mais évidemment, tous les cas de figure sont possibles. Donc, vous n'êtes pas complètement enfermé, et quand même, l'un des buts de l'année de M1, dans son caractère très, très ouvert, hein, sur le plan disciplinaire, c'est de vous mettre au contact de choses que vous ne connaissiez pas nécessairement et qui pourraient créer chez vous des vocations. Voilà, je terminerai par vous rappeler simplement les procédures d'admission qui sont largement communes aux 3 parcours. Il y a des petites différences qui vous seront explicitées dans le deuxième temps de cette rencontre, mais fondamentalement, le calendrier en particulier est le même. Alors, pour rentrer au sein de Messi, niveau M1, pour le M2, c'est plus compliqué, chaque parcours a ses modalités. Mais pour rentrer en M1, il faut avoir une licence, ça paraît assez logique, très ouvert sur le plan des disciplines. J'en ai listé quelques-unes les plus évidentes: économie, gestion, géographie, sociologie, mathématiques appliquées aux sciences sociales, très important parce que vous le verrez, au sein du parcours 16, consultant et chargé d'études socio-économiques, et du parcours PISA, projet informatique et stratégie d'entreprise, depuis 2 ans, nous avons créé une option qui est largement partagée entre les 2 parcours, qui s'appelle Data Analyst. Et donc là, l'objectif, c'est de répondre à un gros besoin du marché du travail, d'avoir des professionnels à la fois capables de penser les problèmes, mais aussi de mettre les mains dans les super grosses bases de données, le big data, le fameux big data, pour en tirer une intelligence, pour préparer des décisions, là encore. Donc, ces métiers de data analyst sont aujourd'hui très prisés, et on a fait le pari que articuler un renforcement de formation sur l'informatique et les statistiques avec une formation de base d'analyste donnait certainement des atouts pour répondre à ce besoin du marché du travail. Donc là, il faut mieux, pour rentrer dans cette trajectoire, avoir initialement un bon bagage en maths et en stats. Donc, c'est typiquement le profil de ceux qui ont une licence de mathématiques appliquées aux sciences sociales, un très beau débouché pour eux. Mais plus généralement, c'est toutes les licences de sciences sociales et humaines qui peuvent entrer chez nous. On a eu des philosophes, on a eu des historiens, on a eu très rarement, mais je crois qu'on en a eu quelques-uns, je parle sur le contrôle de mes collègues, un juriste, je crois que c'est déjà arrivé. Oui, c'est arrivé. Voilà. On a eu aussi des gens qui ont commencé par un IUT ou un BTS, qui ont fait ensuite une licence professionnelle. C'est moins directement commencé. Ce n'est pas la trajectoire la plus directe, mais c'est aussi des choses qui peuvent se faire. Ceci dit, l'entrée n'est pas automatique, vous vous en doutez bien, comme on veille quand même à délivrer des diplômes à des gens qui ont le niveau. Je crois qu'on peut dire que nos 3 parcours ont une bonne réputation dans le milieu professionnel, et ça s'entretient. Donc, pour rentrer dans quel que soit le parcours, il faut réussir des épreuves de sélection. Donc, c'est un processus en 3 étapes. Un examen de dossier, vous aurez un dossier à remplir, on va vous demander vos résultats antérieurs, vos résultats universitaires antérieurs, on va vous demander également une lettre de motivation. Donc déjà, il y a un premier filtrage qui s'opère à ce niveau-là. Ensuite, vous avez une épreuve écrite qui est en général, on vous donne un dossier documentaire, des extraits d'articles ou des extraits de bouquins, des quelques éléments de statistiques, de résultats d'enquête, etc., sur un sujet très, très, très général, un sujet auquel vous avez forcément entendu parler, et on vous demande en 4 heures d'en faire une synthèse intelligente. Voilà. Donc l'objectif pour nous, c'est d'identifier, d'appréhender vos capacités rédactionnelles, parce que ce sont des métiers où on écrit, donc il faut savoir écrire à peu près en français et clairement. Et puis on appréhende aussi évidemment vos capacités d'analyse, parce que c'est un métier d'analyste, quel que soit le champ que vous allez choisir, c'est un métier d'analyste, et c'est ça qu'on veut vérifier à travers cette épreuve écrite. Et si vous réussissez
à passer ce filtre, eh ben, vous aurez en plus à passer dans la foulée un oral classique, hein, ce n'est pas un oral Sciences Po, c'est un oral pour faire connaissance et surtout pour comprendre un peu ce qui vous motive et quelle est la nature de votre projet professionnel. Et là, c'est aussi pour nous l'occasion de vérifier que vous êtes dans la bonne voie, que vous n'êtes pas là un peu par hasard et que c'est bien l'information qui vous faut, quoi, que c'est qu'un choix réfléchi. Voilà. Je rajoute que pour les M2, alors je n'ai pas dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est quand même une grosse lacune, les 3 M2 sont en alternance, soit intégralement, soit partiellement, je pense à ADL qui est sur un régime mixte. Hein, mais en tout cas, pour PIS et 16 qui sont intégralement en alternance, l'admission définitive en M2 requiert d'avoir trouvé une entreprise partenaire, une structure partenaire, ce n'est pas nécessairement une entreprise, hein, qui vous accueille pour le volet apprentissage de la formation. Alors, on en reparlera dans les 2 parcours concernés. Vous êtes accompagné hein, dans cette recherche d'une structure d'accueil et en règle générale, ça se passe plutôt bien, mais quand même, formellement, vous n'êtes définitivement accepté en M2 qu'à condition d'avoir les prérequis M1 et une entreprise d'accueil, une structure d'accueil pour le M2. Vous avez le calendrier là, des sessions de recrutement qui est affiché, donc 2 sessions de recrutement. La première vient de démarrer, elle a démarré lundi, et elle sera ouverte sur e-candidat jusqu'au 17 mars. Donc, vous avez alors, vous pouvez aller directement sur le site de l'université. Hein, j'ai fait le parcours pour voir si c'était compliqué. Honnêtement, ce n'est pas compliqué. Dès la première page, vous avez une rubrique qui s'appelle « Candidater » et après, vous vous laissez guider master du site des Grands Moulins. C'est vrai que ce n'est pas forcément très intuitif de rentrer par les sites pour un étudiant extérieur. Enfin, c'est comme ça. Et puis, au final, vous allez déboucher sur un formulaire e-candidat. Je pense que vous connaissez déjà ce genre de choses. Vous avez jusqu'au 17 mars pour poser votre candidature sur e-candidat. Donc, dans la foulée, on les examinera, on rentrera dans la première étape du processus de sélection. Et si vous avez franchi cette première étape, vous serez convoqué donc, pour un écrit qui se déroulera le 31 mars. Je ne rentre pas dans les détails. C'est vrai pour M1 et M2, hein, ce que je suis en train de vous dire, quel que soit le parcours. Et les oraux dans la foulée, hein, une semaine plus tard, le 7 avril. Pour PIS, Christophe Darmanja vous le dira plus explicitement, vous avez en plus à franchir un petit test supplémentaire qui est un test de logique, voilà, mais qui se déroule dans le même calendrier. Et puis deuxième session, du 12 avril au 14 mai, pour e-candidat, avec un écrit le 26 mai et un oral le 2 juin. Tout ça figure explicitement, de manière plus détaillée avec les créneaux horaires, sur le site de l'université ou le site propre de Messi. Donc, nous avons un site Messi et chaque parcours a son site propre. Voilà. Comme ça, vous aurez toute l'information. Mais peut-être que ce sera détaillé dans les présentations par parcours. Voilà, j'en ai terminé. Alors, peut-être qu'on peut avoir un premier temps d'échange à ce niveau de généralité. Sinon, donc je suggère à mes collègues de faire figurer maintenant sur le chat les adresses, les liens pour rejoindre dans un instant les réunions par parcours. Voilà. Est-ce que, Nicole, tu as vu des questions sur le chat qui nécessiteraient des réponses? Pas de questions, non. Par contre, il y a à peu près 23 réponses, je crois, entre 22 et 24. Alors, si, il y a une question de Iman. Peut-on intégrer directement le Master 2 16 avec un M1 en sociologie ou conseillez-vous de candidater aux 2 M1 et M2 ? Donc ça me concerne. Vous pouvez, si vous avez un M1 de sociologie, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir candidater au M2. On a eu beaucoup de sociologues hein, dans le passé. Si toutefois vous ne réussissiez pas à passer les obstacles, notamment l'écrit, mais qu'on considère que ce n'est pas totalement rédhibitoire, on pourrait vous proposer alors de basculer en M1. Je vois qu'Elisabeth Lafont nous a rejoint. Elisabeth Lafont, c'est notre secrétaire pédagogique du M1, quel que soit le parcours. Voilà, elle vient me faire coucou. C'est un peu compliqué, je crois, Elisabeth. Hein, quelqu'un qui avait candidaté en M2, de le faire basculer en M1 sur le plan strictement administratif, je crois que ça pose quelques problèmes, mais qui ne sont pas insurmontables. Vous confirmez? Il faut prendre le micro. Ouais, voilà. Oui, c'est pas insurmontable, effectivement, mais bon, après,
Si la personne n'est pas vraiment sûre de son choix, dans ce cas, elle candidate dans les deux masters directement, M1 et M2. Et après, ben, c'est beaucoup plus simple de candidater sur les deux masters directement plutôt que d'être obligé de rebasculer le dossier ultérieurement. Très bien. Je tape le lien pour 16. Est-ce qu'il y a une autre question? Bien, écoutez, dans ce cas-là, opération donc délicate, j'espère qu'on n'aura pas de perte en ligne. Donc, ont dû s'afficher dans le chat les liens pour les 3 réunions. En tout cas, moi, je les vois. Donc, ce qu'il vous reste à faire, alors, je ne sais pas si s'il y a des gens plus calés que moi, ils vont peut-être me répondre. Si vous cliquez directement, est-ce que ça va marcher? J'ai un doute. Sinon, vous copiez ce lien, vous quittez la réunion et vous l'introduisez sur un autre moteur de recherche.